Dans ce nouvel épisode de Long Live, j'ai voulu aller du côté médical de la force. Comment la médecine moderne s'insère-t-elle dans la recherche de la longévité ? Alors je suis allée voir une jeune médecin du sport, le docteur Victoria Tchaikovsky. Elle fait partie de la nouvelle vague de la médecine en France, avec un peu d'autodérision, l'envie de faire mieux qu'avant et de moins médicaliser quand c'est possible, et surtout de ne rien interdire à ses patients. Alors comment est-ce que le sport et la médecine peuvent nous aider à aller mieux, à vivre plus longtemps en pleine forme et sans limitation ? Vous allez être reboosté à fond après avoir écouté cette conversation. Bonne écoute ! Merci beaucoup en tout cas Victoria de m'accueillir dans ton cabinet de consultation. Donc tu es médecin du sport. Oui, c'est ça, je suis médecin du sport, mais aussi médecin de rééducation et on voit beaucoup de pathologies différentes de tous les âges. Aussi bien des enfants, des adolescents qui vont se blesser, mais aussi des personnes qui ont de l'arthrose liée à l'âge ou des douleurs lombaires. Donc, c'est très varié. Et dans ce podcast, on parle de longévité. C'est un sujet qui me passionne, déjà parce que je me sens concernée, moi, tu vois, déjà à partir de 42 ans. Est-ce que, peut-être, je sais pas, dans ton expérience ou dans ta formation de médecin du sport, est-ce que on peut dire qu'il y a un âge où on est sportif jeune et un âge où on est sportif plus vieux? Alors ça, c'est une vraie question parce qu'il y a quand même eu un petit peu de littérature scientifique et sans vraiment vouloir couper au couteau les choses, vraiment trancher, il y a effectivement à partir de 40-50 ans, dans certaines Alors attends, pathologies. c'est 40 ou 50 ou 42? Disons qu'entre 40 et 50 ans, le risque de blessure va augmenter au niveau des tendons, mais aussi au niveau des muscles. Quand on prend un tennisman, il va avoir plus de risques de se faire une lésion musculaire de son mollet à partir de 40 ans. Et c'est vrai que c'est la période un petit peu, de petite fragilité. On aura besoin sûrement de plus s'échauffer, d'être plus progressif que lorsqu'on a 20 ans. Donc, sans parler vraiment de vieillissement et de sportifs âgés, à partir de 40 ans, on aura besoin de plus de préparation physique, de démarrage plus progressif et plus d'échauffement, parce que le risque de blessure augmente. Donc, on est dans la prévention, on fait plus de prévention. D'accord. Donc, moi, je me sens vraiment concernée. Et c'est vrai que même si je sais, parce qu'en plus, je suis professionnelle de la forme, je sais qu'il faut s'échauffer, je dis qu'il faut s'échauffer, mais j'avoue que ça m'arrive souvent de partir faire mon sport sans trop d'échauffement, parce que j'ai que 45 minutes pour aller courir. Et du coup, j'ai pas envie de passer 10 minutes à m'échauffer et de courir que 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pareil pour la natation, c'est déjà tellement long d'aller à la piscine, de se changer. Tu vois, et finalement, tu vois, ton entraînement de natation, déjà 1 heure, c'est énorme. Bien sûr, donc, oui. C'est sûr que, alors peut-être que la natation, qui est un sport un peu porté, on va pouvoir démarrer progressivement. On a besoin de moins d'échauffement que, par exemple, le tennis ou le foot, où on va avoir des sollicitations qui sont très brusques et des reprises d'appui, avec le poids du corps, parfois 3 à 4 fois sur les articulations. Donc, bien sûr, c'est en fonction du type de sport qu'on pratique. Pour des sports avec des impacts au sol, on aura besoin de plus d'échauffement et parfois cette petite période, elle est incompressible et ça sera un gain de temps pour ne pas voir venir les blessures, pour pas qu'elles arrivent et temps de gagner pour pas se soigner après. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne façon de voir les choses. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on s'échauffe bien ? C'est quoi le bon échauffement ? C'est combien de temps ? Alors, un bon échauffement, il faut qu'il y ait une période sur laquelle les muscles vont devenir chauds, vont devenir réactifs. Donc, c'est sûr qu'on peut pas s'échauffer en 10 secondes. Après l'intervalle de temps, je pense qu'il n'y a pas d'intervalle défini. On peut prendre 5 à 10 minutes, c'est déjà une bonne période. Après, bien sûr, avant un match de foot, on prendra plus de temps parce que c'est très intense. Mais si on va faire des balles un petit peu pour s'entraîner, 5 à 10 minutes d'échauffement, on va faire quelques tours du terrain, s'échauffer les épaules, les coudes, les poignets, faire quelques mouvements ou quelques mouvements avec un élastique. Ça peut être déjà très pertinent. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. D'accord, donc quand tu parles de faire quelques tours de terrain, c'est déjà presque courir très doucement finalement. Oui, c'est des petits pas chassés, un petit footing, vraiment un petit rythme, sans sprinter et sans faire les reprises d'appui comme on le fait au tennis, mais ça aide à échauffer les muscles. D'accord, et par exemple pour beaucoup de gens qui courent, parce que c'est un sport qui fait dépenser beaucoup d'énergie rapidement, le bon échauffement de la course à pied, c'est quoi ? Ça va être des squats, des fentes, ou est-ce que c'est partir directement courir, mais à un rythme très cool ? Alors après, effectivement, ça dépend si on n'a pas du tout de blessure.
et qu'on n'a pas forcément besoin d'échauffer une zone en particulier. Moi, je pense notamment à un patient qui a une tendinopathie. On va quand même lui conseiller de travailler un petit peu la zone, de faire quelques montées sur demi-pointe, avant de quelques séries de montées sur demi-pointe. Quelqu'un qui n'est pas blessé, il va pouvoir démarrer en marchant très rapidement, en courant un tout petit rythme, sans accélérer tout de suite dans les premières 5 à 10 minutes. Sans faire moi, je vois des personnes qui commencent par du fractionné, sans aucun échauffement avant. Ça existe, ça, vraiment? Ça existe vraiment parce qu'en fait, je pense que c'est une minorité, mais malheureusement, c'est ceux Tu les vois beaucoup. Voilà, c'est ceux qui consultent, on en voit de temps en temps et quand on reprend, on n'a parfois pas les notions de la progressivité. On n'est pas accompagné aussi par un coach ou un professionnel du sport, on oublie que finalement, que voilà, le muscle, il peut ne pas pouvoir supporter une telle contrainte. Alors, sur ton compte Instagram, tu donnes beaucoup de conseils, un peu pour monsieur et madame tout le monde, plus ou moins sportifs. Et d'ailleurs, récemment, tu as parlé de l'échauffement. Alors, pour les tennisman, on parle aussi beaucoup de la respiration nasale en ce moment, la respiration par le nez, pour s'échauffer ou voilà, pour aller doucement dans son activité physique. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, réguler sa respiration, ça permet aussi de trouver un rythme dans son activité physique et ça permet aussi de se synchroniser sur le rythme. Ça permet de s'adapter. Gérer sa respiration, c'est important. Moi, je vois des coureurs qui n'arrivent pas à respirer correctement quand ils courent. Donc, c'est des personnes qui vont parfois même travailler avec un kiné au niveau respiratoire. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à bien respirer. Et je pense que c'est effectivement quelque chose d'important qui peut même rythmer un échauffement et autrement aussi permettre de gérer un stress de performance qui va arriver parce qu'on va faire un match de tennis. On le voit beaucoup chez les jeunes tennisman qui ont beaucoup de stress, beaucoup de stress de performance, de mental plus que les adultes. Et travailler sur la respiration chez eux, c'est vraiment un élément qui va les aider. Ok. Est-ce que on peut progresser au niveau du souffle à tout âge de la vie? Déjà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de souffle? Est-ce que c'est les poumons qui s'adaptent mal? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est les muscles? Alors ça, c'est une très bonne question parce que en fait, ça a été bien défini. On a fait des études là-dessus et on a testé, on le sait depuis très longtemps, que ce qui nous limite, c'est vraiment notre cœur. On a l'impression qu'on est essoufflé, sauf que les poumons, ils ont 10 fois la capacité de notre cœur. On respire rapidement parce que notre cœur, il se contracte trop vite. En fait, il n'arrive pas à suffisamment chasser de sang. On essaye de compenser au niveau respiratoire, mais c'est le cœur qui est désadapté. En fait, le cœur du sportif, chaque contraction va être plus efficace. Alors que quelqu'un qui a un cœur qui est inadapté à l'effort, c'est comme un muscle qui est déconditionné. Il aura besoin de se contracter beaucoup de fois. Donc, il va arriver dans une situation de tachycardie où le cœur, il bat très vite. C'est là qu'on sent la pression, qu'on est essoufflé. Et c'est donc vraiment c'est pas du tout les poumons. C'est pas du tout les poumons, ça c'est sûr. Jamais les poumons. C'est jamais les poumons, sauf bien sûr le cas des maladies respiratoires. Asthmatique, mucoviscidose. C'est ça, exactement. Asthme, mucoviscidose, BPCO, fibrose pulmonaire. Mais quand on n'est pas dans la pathologie, c'est déjà un sujet sain. Sur un effort d'endurance, ça va être le cœur qui va beaucoup limiter au niveau du souffle. Après, sur une épreuve d'effort, il y a des personnes qui vont être malheureusement arrêtées au niveau musculaire. Oui. Voilà, mais ça c'est un autre sujet. Ceux qui ont une limitation musculaire, ça progresse moins vite que ceux qui ont une limitation cardiaque. Alors attends, donc tu me dis que on muscle plus facilement son cœur que ses muscles de cuisses, fessiers, bras. Exactement. En fait, le cœur, il va commencer à s'adapter. Alors c'est marrant parce que moi j'ai pas du tout cette impression. Ouais, non mais c'est vrai que ça dépend de la limitation. Par exemple, si tu n'as pas cette limitation cardiaque parce que tu as un cœur qui est très endurant, et je pense que c'est effectivement le cas avec tous les sports d'endurance, donc ça c'est super. Tu vas beaucoup plus facilement sentir ta limite musculaire parce que le cœur, il peut aller très loin. En fait, le cœur, il va pas fatiguer. C'est les muscles qui vont fatiguer dans un premier temps. Et effectivement, pour repousser ces limites musculaires, 4 à 6 semaines d'entraînement, c'est pas suffisant. Là, ça va se jouer en plusieurs mois d'entraînement en travaillant les groupes musculaires spécifiques sur la force, mais aussi l'endurance de la force et du sport un petit peu croisé, du sport qu'on va faire. Donc, c'est plus complexe. Donc, le cœur progresse plus vite alors. Le cœur progresse souvent, plus vite que les muscles quand on est limité sur une endurance, sur un effort d'endurance. Sur une épreuve d'effort, on sait que quand le patient il s'arrête parce que c'est les muscles qui crampent, qui lui font mal,
là, ça va être plus long à repousser sa VO2 max, ses limites, plutôt qu'une limitation cardiaque. En entraînant son cœur, il va l'entraîner assez vite, hein. On remarque que dès les premières fois en cours, finalement, on progresse assez vite au niveau de son souffle. Bien sûr, c'est pas en cours 5 minutes aujourd'hui, 1 heure demain, mais ça progresse assez vite. Et on perd aussi quand on arrête. Il y a une certaine désadaptation qui va se mettre en place. Et alors, le cœur, est-ce qu'il peut progresser à n'importe quel âge? C'est-à-dire que, est-ce que même à 40, 50 ans, mais même après, c'est-à-dire 70 ans, 80 ans, vraiment, est-ce qu'on peut améliorer sa fonction cardiaque? Alors, malgré les idées reçues, on peut progresser à tout âge au niveau cardiaque. Alors, bien sûr, un cœur de quelqu'un qui a 20 ans, il va peut-être aller un tout petit peu plus vite, mais on peut très bien entraîner son cœur à 50, 60 ou 70 ans. Donc, on peut faire du fractionné à 70 ans. Bien sûr, on peut faire du fractionné à 70 ans, à condition qu'il n'y ait pas de contre-indication cardiaque. Si la personne elle a eu son bilan chez le généraliste ou le cardiologue, tout va bien, elle a une autorisation de tout faire. On a le droit de faire du fractionné de course sur vélo, de façon d'entraîner son cœur pour monter un petit peu dans les fréquences, mais aussi en endurance. Et on le voit très bien dans les sports d'endurance. Les patients qui sont très bons en ultra trail, sont souvent 50-60 ans. Ils ont des endurances absolument incroyables à courir des distances très longues, des plus de 100 kilomètres, des choses que des sujets jeunes arriveraient difficilement à faire à 20 ans parce qu'ils ont des années d'entraînement cardiaque. Et ça prouve bien que le cœur s'adapte et continue à être adapté avec l'âge à condition de le travailler. Ça fait trop plaisir d'entendre ça. Eh ben, je dis pas ça pour faire plaisir parce que c'est vraiment des choses de physiologie que nous on apprend et des choses qu'on voit en pratique tous les jours avec nos patients. C'est important de se dire que notamment on peut croire que les sports on va un petit peu pousser son endurance. Il y en a qui me disent je suis trop vieux et je vois le patient il a 50 ans. C'est absolument pas acceptable de se dire ça parce que à moins d'avoir des problèmes, c'est souvent des personnes qui n'ont pas de problème, ils osent plus reprendre à cause de l'âge, ils osent plus recourir alors que au contraire sur tout ce qui est ultra longue distance, en fait on est meilleur après 40 ans. Enfin on a plus d'entraînement, le cœur il a plus travaillé. On a plus de temps aussi pour s'entraîner. On a plus de temps, plus de patience et plus de mental. C'est des choses aussi, mais en tout cas sur l'ultra trail, j'ai des patients de 60-65 ans qui courent des très très longues distances sans absolument aucun problème cardiaque. Alors parfois ils viennent pour des petits soucis tendineux, mais ça se passe absolument très bien. Ils y prennent beaucoup de plaisir et surtout ils sont très en forme. C'est ça qui est important. Mais ce que je t'entends, quand je t'entends, finalement il y a très peu de différence entre les personnes plus âgées et les jeunes, si ce n'est peut-être l'échauffement et la propension à se blesser, donc faire plus attention à aller progressivement dans son activité. Bien sûr. Mais finalement, moi, quand je parle de sport pour les personnes un peu plus âgées, la dernière fois, on m'avait demandé un programme ménopause tout doux, en douceur. Les gens ont vraiment envie de faire de la douceur. Est-ce qu'il faut être doux quand on est plus âgé? Pourquoi est-ce que c'est ça qu'on veut? J'ai l'impression que c'est pas ça qui est efficace. Mais c'est tout à fait ce qu'on veut et ce qu'on a dans les idées reçues, je pense. Et c'est vrai quelque part pour une certaine catégorie de personnes, parce qu'il y a des femmes qui vont malheureusement développer des douleurs articulaires avec la ménopause. Ces douleurs, elles vont durer pendant 2-3 ans. C'est la période de changement hormonal. C'est pas toutes les femmes. Et pour ces personnes-là, il va falloir effectivement adapter la pratique. Mais quelqu'un qui va très bien après sa ménopause, qui n'a quasiment rien ou juste quelques bouffées de chaleur, moi je vois des femmes, elles ont 55 ans, elles continuent le tennis, elles font du tournoi toutes les semaines, elles passent absolument pas au pilates ou au tai chi. Ça dépend effectivement de ce qu'on veut, de notre niveau d'avant, de ce que le corps il peut accepter. Si on a des douleurs, qu'on commence à se blesser, il va effectivement partir sur des programmes plus doux, mais ils sont peut-être pas forcément destinés à tout le monde. On peut adapter. Je crois qu'on peut adapter, mais c'est toi la spécialiste de la préparation. Donc, à toi aussi de nous dire ce que tu en penses. De quelques lectures, en tout cas, que j'ai vues autour de la ménopause, justement, et de la post-ménopause, le meilleur entraînement, finalement, c'est quand même la musculation, c'est-à-dire vraiment de la construction de masse musculaire avec des fortes charges, donc bien sûr progressives, mais finalement de reconstruire du muscle avec de la musculation chargée, clairement, et aussi de l'entraînement cardiovasculaire avec parfois de l'endurance fondamentale, mais aussi beaucoup
de fractionner pour continuer à entraîner son cœur, ses poumons, ses mitochondries. Bien Donc, sûr. moi, finalement, si on me demandait un programme pour la post-ménopause ou ménopause, j'irais dans l'intensité. Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, on me demande des choses douces. Oui, mais peut-être, voilà, peut-être réserver les choses douces pour des personnes qui ont des douleurs effectivement avérées. C'est absolument pas le cas de tout le monde. Moi, je vois des femmes chez qui ça se passe très bien et bien sûr, on s'adapte quand il y a des douleurs tendineuses, mais c'est peut-être pas quelque chose qu'on devrait proposer à toute la population. Et alors ça, ces douleurs dont tu me parles à la ménopause, moi, tu vois, j'étais pas au courant forcément qu'il y avait augmentation de douleurs articulaires. Oui. Mais c'est vraiment à ce moment-là du changement C'est vraiment, hormonal. c'est en périménopause, c'est un peu avant, pendant, après. C'est les changements hormonaux. C'est aussi les patients, par exemple, qui prennent des hormonothérapies pour les cancers, qui ont un blocage hormonal. Ils viennent nous voir parce qu'ils vont soit décompenser des problèmes qui existent déjà, soit se mettre à avoir des douleurs articulaires parce que les articulations sont sensibles aux changements hormonaux. Tous ces changements-là vont entraîner parfois des inflammations qui durent pas toute la vie, mais qui peuvent parfois durer plusieurs années chez certaines personnes. Et alors ça, c'est quoi? C'est des inflammations du cartilage, des ligaments, c'est quoi Mais ces douleurs? c'est une sensibilité accrue des articulations aux changements hormonaux et ça va être Ok. des inflammations de la capsule articulaire, parfois des épanchements de synovie. Voilà, Les gonflements parfois d'articulations. les articulations peuvent carrément gonfler, les mains, les Et genoux. alors là, c'est quoi? C'est traitement hormonal ou est-ce que c'est plutôt traitement des articulations en Alors, elles-mêmes? c'est une prise en charge qui est globale dans ces cas-là, qui vraiment. Alors, bien sûr, la personne fait un point avec le gynécologue qui, en fonction de ses antécédents et de ses symptômes et de ses dosages hormonaux, peut lui proposer ou pas un traitement hormonal qui n'est pas du tout possible chez tout le monde. Auquel cas, ça peut parfois calmer les symptômes. Après, il y a aussi une prise en charge nutritionnelle, ça peut aussi aider, le rééquilibrage alimentaire, etc. L'alimentation et anti-inflammatoire est très importante, particulièrement à cette période. Les patients sont parfois aussi adressés, surtout quand on voit qu'ils sont assez demandeurs d'une prise en charge nutritionnelle là-dessus. Et quand il y a vraiment des choses avérées sur une articulation en particulier qui fait mal, on va pouvoir l'examiner le patient, faire des imageries, parfois adresser au kinésithérapeute ou si on voit que c'est de l'arthrose qui décompense, parfois ponctionner l'articulation ou faire des traitements injectables si les choses durent dans le temps. Corticoïdes, plasma. C'est ça. Alors voilà, on limite les injections de cortisone tout de même. Ça peut être des injections de PRP, voire d'injecter du cartilage dans le genou, de l'acide hyaluronique. S'il y a des lésions du cartilage qui sont avérées, ça a montré que ça stabilise les lésions de cartilage. Et toi, tu fais ça, des injections? Oui. C'est du rôle de médecin du sport de faire des injections. C'est vraiment, je pense que à peu près tous les médecins de sport et rhumatologues en font parce que l'arthrose, c'est une pathologie qui concerne presque tout le monde à un moment de la vie. Et aussi bien le jeune qui se blesse, qui va se rompre les ligaments croisés, qui peut développer de l'arthrose jeune. On connaît. Voilà, mais aussi bien quelqu'un d'âgé. Et c'est un traitement qui est stabilisateur des lésions, qui retarde la prothèse de 8 à 10 ans chez des personnes qui doivent se faire opérer. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a ce rôle de stabilisation des lésions et de prévention sur les douleurs. Donc on en fait lorsque c'est indiqué, lorsque les choses s'installent dans le temps et qui passent pas, on passe sur les traitements injectables. Donc c'est une prise en charge un petit peu globale. Quand c'est des douleurs de ménopause, c'est un point gynécologique, nutritionnel global avec parfois des bilans sanguins. Et alors comment est-ce qu'on peut savoir si c'est des douleurs de ménopause? Est-ce que c'est parce qu'on a plusieurs articulations qui sont douloureuses sans qu'on les forcément forcé dessus? Alors, c'est très souvent ça, les femmes qui sont en périménopause, elles vont avoir plusieurs plaintes douloureuses quand c'est lié aux changements hormonaux. C'est plus de 2 articulations. Ok, donc ça va être et les épaules et les genoux ouais, et ça les parfois, chevilles. et puis ça coïncide assez avec les changements hormonaux, l'absence de règles, le gynéco qui dit voilà, il y a plus les taux d'hormones qui baissent au niveau du sang, donc la chronologie, la description et parfois le caractère un peu fluctuant. Ça va, ça vient, les douleurs, pas forcément corrélées à l'activité sportive. Okay. Pas déclenchées par la course, mais par le fait que, voilà, depuis quelques mois, en même temps bouffée de chaleur. Et donc, à ce moment-là, le sport doit être un peu diminué, limité, ou au contraire, finalement, ça n'a pas vraiment de... Alors, il y a eu beaucoup d'idées reçues, un peu comme dans les rhumatismes, on se disait, voilà, inflammation, arrêt du sport, arrêt de l'activité, sauf qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Il est conseillé de garder ce qui est possible en termes d'activité. On sait d'ailleurs que l'endurance,
l'activité sportive d'endurance, comme la course, natation, vélo, ça abaisse le seuil douloureux et ça diminue les douleurs, que ça soit une douleur lombaire chronique ou articulaire. Donc, il faut continuer une activité sportive d'endurance et du renforcement, mais bien sûr, on s'adapte. Si ça majore trop les douleurs, on va devoir s'adapter plus que chez quelqu'un qui a pas mal. On va le mettre sur un programme un peu classique en lui disant de pousser un peu. La personne qui a mal, on va la réadapter, on va réadapter ses exercices, mais on conseille aux femmes de bouger autant que possible, et notamment après la période de ménopause, parce que c'est une période où on peut un petit peu plus commencer à stocker aussi, malheureusement, Ouais. emmagasiner du gras, stocker de la graisse plus facilement. Donc le fait de faire du sport, ça va aider. Et alors, il y a aussi cette dimension de capital mouvement, un peu comme le capital soleil. Est-ce que on a tous plus ou moins un capital mouvement? Un peu comme une paire de chaussures de course, on C'est l'a ça. fait Oui, mais quelques parce centaines que de kilomètres et puis elle est usée. moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu, notamment des nageurs, du style, j'ai trop nagé jeune, maintenant j'ai mal au cou et je peux plus nager, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a une usure qui se fait? Est-ce qu'on s'use du mouvement ou au contraire, est-ce qu'on se régénère? Ah, ça, c'est une très bonne question parce que on voit énormément de personnes qui ont fait du sport à haut niveau. On les voit pendant, mais on voit après, on les voit aussi, on voit ceux qui ont 50 ans et qui ne font plus de sport à haut niveau et qui attribuent beaucoup leur douleur au fait, forcément, moi je faisais du saut à la perche ou je faisais de la gymnastique, je ne peux que avoir mal quand j'ai 50 ans. Alors, c'est pas totalement vrai. Je pense qu'il faut distinguer des traumatismes sportifs, ceux qui vont vraiment s'abîmer parce que ils ont eu un accident de genou et ils ont abîmé le ménisque 5 fois. Effectivement, ils ont plus de risques d'arthrose, ils ont plus de risques d'avoir des douleurs. Mais quelqu'un qui n'a pas forcément eu de traumatisme, qui a pratiqué du sport, le corps, en fait, il se réadapte. Le cartilage va s'épaissir, le ménisque va être plus fort et on se régénère quand on fait du sport. Sinon, on s'abîmerait à chaque séance de course à pied. Donc en fait, c'est illimité. Donc en fait, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de capital mouvement, ça n'a jamais été prouvé. Okay. Quelqu'un qui s'est blessé, ce n'est pas pareil, c'est du post-traumatique, on est dans la pathologie. Bien sûr que quand on se casse une vertèbre en tombant d'une poutre en gymnastique, on est plus à risque, c'est normal. Mais quand on est dans un mouvement qui n'a pas créé de blessure, de fracture, de rupture de ligament, donc hors traumatisme, on a un capital qui est a priori illimité. C'est génial ça. Oui, parce que le corps, il se réadapte, c'est le cartilage, le ménisque et l'os. En fait, si ça l'os se reconstruit en permanence. En fait, l'os, il se détruit, il se reconstruit. Les os des sportifs, ils sont beaucoup plus denses. Donc, ça prévient. Ce qui est très important après la ménopause, c'est la prévention de l'ostéoporose. Et l'activité sportive en charge, avec impact, comme la course, les sauts, c'est la meilleure prévention. Plus on met d'impact, plus l'os, il va devenir dur et dense. Mais alors, juste avant, tu disais, si on n'a pas été blessé, on est illimité, mais est-ce que c'est possible d'avoir une carrière, mais pas forcément même professionnelle, mais d'avoir une carrière de sportif sans vraiment se blesser? Est-ce que t'en connais? Alors, effectivement, quand on est sportif de haut niveau, il y a forcément eu quelque part des blessures plus ou moins graves. Mais même sans être sportif de haut niveau, et même sans être sportif de haut niveau, on a eu des blessures. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des blessures qui vont laisser des séquelles. Si on s'est cassé une fracture complexe du genou avec plein de fragments, ça risque de laisser des séquelles. Une tendinopathie d'Achille bien traitée, elle ne va pas laisser de séquelles. Donc, quand même, la plupart des blessures sportives, lorsqu'elles sont bien traitées, elles vont nous redonner ce capital illimité, justement. Mais le bon traitement, en fait, souvent, c'est les petits mouvements répétés que le kiné te dit de faire tous les jours chez toi. Le bon traitement, c'est le mouvement. Mais personne le fait. Il y a pas suffisamment de personnes qui sont observantes parce que déjà comprendre l'intérêt du mouvement. On a le repos qui est trop ancré de s'arrêter complètement quand on a mal à un tendon, alors que dans 99% des cas, c'est pas vrai. C'est seulement sur quelques types de tendons très abîmés, etc. La tendinopathie classique, le traitement principal, c'est le mouvement, c'est le travail excentrique, ça régénère les fibres musculaires, certains types de contractions particulièrement. Donc, c'est ce que le kiné va donner.
Et c'est ce que le patient va faire tous les jours. C'est la régularité et la répétition. Alors moi, c'est ce que j'ai appris là récemment. Je me suis formée à la clinique du coureur. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais, c'est bien cet organisme. Et, Tu t'es formée chez eux un peu? ils font vraiment des très bonnes formations. J'aimerais bien faire une de leurs formations parce que je les trouve vraiment bien. Je me suis un petit peu renseignée et je vois des kinés qui bossent avec leurs formations qui sont vraiment top. Donc, j'apprécie vraiment ce qu'ils font. Ouais, moi, donc je suis allée les voir. Je me suis formée. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. Bravo. Et j'ai été impressionnée de voir la jeunesse de ces kinés. Dans les formations, les kinés ont généralement moins de 30 ans. Il y a pratiquement aucun médecin généraliste et aucun médecin du sport dans ces formations. Très peu de coachs sportifs. Il y a beaucoup de kinés. J'ai l'impression qu'il y a un peu une nouvelle vague, en fait, une nouvelle école de médecins du sport, de kinés qui ne massent plus et qui font bouger les gens. D'ailleurs, ça devient presque un problème pour les coachs sportifs puisque les kinés deviennent presque coachs sportifs, hein, clairement. Je rigole parce qu'on n'est jamais assez de toute façon à faire bouger les gens. Alors, parfois, il y a des kinés qui font du coaching carrément à côté, c'est possible. Et, oui, mais c'est vrai qu'ils sont dans le mouvement. Ils ont facilement la carte professionnelle. Bref, mais il y a quand même cette nouvelle école de médecins qui vont te dire repos total, arrêtez de courir parce que vous avez mal aux genoux. Et maintenant, cette nouvelle génération qui te dit non, au contraire, t'as mal, t'arrêtes de courir peut-être 3 jours. Après, tu fais du renforcement musculaire, tu cours 3 fois 1 minute. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon médecin finalement ou le bon conseil parce que finalement, la médecine, non, mais les médecins, vous êtes encore considérés comme Dieu. Pas Dieu, tu vois ce que je veux dire, mais enfin le discours, le médecin m'a dit quoi, following doctor's orders. Le médecin m'a dit ça, je fais ça. Ça peut arriver. Mais malheureusement, on a encore beaucoup de discours très divergents sur le sport notamment et la médecine. Bien sûr, et il faut aussi voir que les recommandations évoluent énormément. Il y a des nouvelles recommandations qui sortent chaque année. Et c'est pour ça que cette nouvelle génération peut être parfois très à jour des recommandations et parfois être plus à jour que des personnes qui sont plus âgées qui vont parfois pas toujours se tenir au courant. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Après il y a des médecins plus âgés qui vont se former. Moi je vois mes collègues, ils lisent tout le temps des articles scientifiques. Ils vont tout le temps voir les kinés pour aussi échanger sur les patients et sur les nouvelles techniques de rééducation qui se forment aux nouvelles techniques injectables. Un petit peu tout. Donc c'est très important, je pense, de voir quelqu'un aussi qui sait se mettre à jour, qui sait évoluer, qui se renseigne, qui fait de la formation continue. Parce que là, effectivement, les recommandations de la clinique du coureur, c'est vraiment top. C'est vraiment ce qui est à jour des dernières recommandations. Dans 10 ans, on va encore évoluer et il faut savoir progresser. Il faut savoir s'adapter. C'est de la formation permanente en fait. On a fait médecine, mais ou kiné ou d'autres formations, mais il faut savoir aussi évoluer parce qu'un traitement de tendinopathie, ça évolue chaque année. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles recommandations et c'est très important de se mettre à jour et pour proposer la meilleure prise en charge aux patients, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de formation de médecins, moi j'ai toujours ce petit pic à chaque fois parce que les médecins sont assez peu formés à l'alimentation et l'alimentation préventive. Alors là, tu me fais des grands yeux. On peut presque dire pas du tout formés parce que la nutrition, elle est quasiment, on peut dire même qu'elle est inexistante dans les études médicales. C'est quand même dingue. Oui, alors c'est absolument étonnant qu'il n'y ait pas que ça soit pas mis en avant, alors que parfois on apprend des choses de pharmacologie ou de statistiques qu'on ne va jamais utiliser, sur lesquelles on va être formé pendant des mois. Et pourquoi, à ton avis, il n'y a pas de formation sur l'alimentation et notamment l'alimentation préventive, pas forcément bien sûr. Très poussée, mais oui, bien sûr. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'au niveau des facultés de médecine, je pense que les formateurs, les professeurs sont pas suffisamment sensibilisés à ça. Ils sont peut-être encore dans une pratique hospitalière qui est axée sur la pathologie, sur traiter la personne quand elle est malade, traiter une fois que la personne elle a le diabète. On sait quoi faire. Ça, on apprend très bien. Par contre, dépister une insulinorésistance, dépister les premiers signes, qui vont annoncer la pathologie, ça, on sait pas faire. Alors que la médecine préventive, c'est un petit peu l'avenir. On doit agir plus tôt pour pas se retrouver à traiter les pathologies et leurs complications. Donc, c'est quelque chose qui va sûrement arriver, mais avec de la latence, parce que je pense que c'est absolument essentiel dans la prise en charge des patients. On doit être formé à ça. Et malheureusement, parce que parfois les patients savent plus que vous.
Non? Bien Est-ce que sûr. ça Alors, arrive? si on Par n'est pas exemple, moi, j'ai formé, un peu formé bien sûr. certains médecins généralistes. Tout à fait, mais si par exemple, moi, j'avais pas fait la capacité de médecine de sport où on a de la nutrition, avant de l'avoir fait, après mes 10 ans d'études, bah, je n'avais pas de quasiment pas de notion de nutrition, je n'avais aucune idée de ce que c'était la micronutrition. Enfin, j'en avais un petit peu vu. J'ai eu la chance de travailler avec docteur Barisien qui m'a un petit peu formé là-dessus, qui est chef de service de médecine du sport à l'hôpital Foch. Et il m'a beaucoup appris, il m'a sensibilisé à la médecine préventive, à la prise en charge nutritionnelle, alimentaire, d'accompagner les patients là-dessus. Et malheureusement, il y a des médecins qui vont pas, voilà, qui vont pas connaître ça. Je pense qu'il y a un gros travail de formation à faire parce que c'est un outil extrêmement intéressant pour la prise en charge des patients. Et par exemple, dans la médecine du sport, est-ce qu'il y a une alimentation anti-blessure ou longévité du mouvement pour moins se blesser ou en tout cas améliorer son cardio, ses articulations? Est-ce qu'il y a vraiment des tips comme ça ou c'est plutôt une généralité? Alors, c'est vrai qu'après, il y a des généralités et après, les sportifs donc il y a des généralités qu'on sait que quelqu'un qui va s'entraîner, on va le conseiller sur ses apports protéiques d'apporter simplement, déjà avant de prendre des whey protéines, parce que moi, je vois des patients, ils en prennent en commençant le sport sans manger Ouais. un seul gramme de protéines. Le grand classique. Et ça ne, voilà, ça sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à quelqu'un qui n'en mange pas, qui est très limité, qui pratique du sport une fois par semaine. Et bien sûr, on prend pas de muscles juste en mangeant des whey protéines. Il y a des jeunes qui le pensent. Oui, c'est bien de le préciser. Merci. C'est bien de leur expliquer que c'est pas l'indication. D'avoir des apports protéiques autour des séances, au petit déjeuner, au déjeuner, c'est important d'apporter des antioxydants, donc des fruits et légumes frais dans son alimentation. C'est extrêmement important de limiter tout ce qui est graisse saturée, les fritures, les sucres en excès. C'est un petit peu des conseils de prévention générale. Après, les sportifs, on va parfois leur faire des bilans plus personnalisés au niveau nutrition. Avec notamment soit des sportifs qui sont dans un cadre de blessure un petit peu à répétition. On trouve pas la cause. Là, on va revoir un peu leur alimentation avec un calendrier alimentaire, de voir ce qu'ils mangent et leur faire des bilans sanguins de micronutrition. Et là-dessus, on pourra tester tous les micronutriments. Mais parce qu'il y a vraiment des carences qui sont liées à certaines blessures spécifiquement, ou est-ce que c'est difficile à déceler? Alors, c'est vrai que dans les tendinopathies, un manque d'apport de certains micronutriments, ça peut jouer. Hein. C'est sûr que c'est quoi le zinc, le sélénium? C'est ça. En fait, si on manque de micronutriments, on va avoir une réparation qui va être altérée en fait sur les tendinopathies. Donc, c'est extrêmement important de le dépister aussi. Autant au niveau alimentaire que sur un bilan sanguin qu'on va prescrire aux patients, qui est un bilan un petit peu confort. Il est considéré comme pas remboursé par la Sécu. Hein, sur les bilans de micronut, c'est pas. Regardez, on n'est pas. Il y a des petits éléments qui sont pas remboursés parce que c'est considéré un petit peu comme choses du luxe, alors que finalement c'est parfois très utile sur la prévention des blessures. Par exemple, chez quelqu'un qui fait des blessures à répétition, on va lui faire un bilan sanguin un peu général, comme fait le médecin traitant, mais aussi faire des dosages d'inflammation au niveau du sang, aussi vérifier la perméabilité intestinale, l'index d'OMA pour la résistance à l'insuline, vérifier le zinc, le magnésium, le cuivre, les folates intra-érythrocytaires, le magnésium intra-érythrocytaire, le Candia 5 et les anticorps anti-Candida. Donc, c'est des choses qui vont non seulement contribuer à la réparation tendineuse, mais aussi voir si on absorbe bien au niveau digestif, parce qu'il y a parfois des personnes qui ont des inflammations, des intolérances un peu chroniques. Bien sûr, c'est pas le cas de Madame Tout le Monde, c'est au cas par cas. Et souvent, ils se plaignent d'ailleurs de troubles intestinaux. Un sportif qui va nous dire qu'il a souvent des épisodes de diarrhée ou de ballonnement, on va facilement rechercher des anticorps de perméabilité intestinale ou d'intolérance. De faire des bilans d'intolérance alimentaire un petit peu poussés. Par exemple, on peut faire un bilan sanguin sur 221 allergènes alimentaires les plus courants. Il est aussi non remboursé ce bilan parce que c'est considéré comme du confort. Et là-dessus, on pourra justement dire s'il y a des choses à éviter. Parce que je vois beaucoup de patients qui mangent plus de gluten, qui mangent plus de lactose, et ils sont pas intolérants. Ils sont intolérants à d'autres choses. Donc c'est un peu dommage de
complètement se priver de quelque chose auquel on n'est pas en fait, intolérant. peut-être qu'ils ont ressenti quelque chose, ils ont essayé d'arrêter quelques Oui, c'est produits. Tu sens qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas, t'essayes un peu. C'est parfois des corrélations. Alors, parfois, on les fait bien et parfois, les symptômes, ils viennent au bout de plusieurs jours. Donc, c'est pour ça que quand on a vraiment un aliment, on a l'impression qu'on a des intolérances, ça vaut le coup de le tester une fois au niveau du sang et puis revoir avec son médecin, son nutritionniste, voilà, de faire une fois un check pour être sûr de ce qu'il faut éviter, pour pas le faire de façon un peu probabiliste par hypothèse. Alors juste avant, là, on parlait un peu de luxe, du fait que ce genre de recherche sanguine était considérée comme facultative par la sécurité sociale. Alors, je voudrais un peu digresser parce que ça me donne envie de digresser sur ce sujet, voir ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'on est un peu là dans une scission en ce moment entre une scission qui a eu lieu, je pense, il y a 20 ans aux États-Unis, entre les personnes qui ont plus les moyens et qui vont faire du sport un peu plus intense, mais presque un peu trop, c'est-à-dire avec des pratiques très intenses, des défis sportifs toujours plus hauts, toujours plus forts, dépenser beaucoup d'argent dans leur équipement, dans leur alimentation, de la médecine préventive non remboursée. Et d'un autre côté, un autre très large et majoritaire pan de la population qui lâche un peu prise et qui tombe finalement dans beaucoup moins de sport, beaucoup moins de bonne alimentation, parfois par des fausses croyances en disant que c'est trop compliqué, qu'on n'y arrivera pas parce que justement, on communique énormément autour du sport à fond, très expert, et t'as l'impression que du coup, si tu fais juste 20 minutes de sport comme ça ou marcher, ça sert à rien. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est ce que tu vois ou que tu ressens dans ta pratique ? Alors, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai qu'il existe un certain clivage entre des personnes qui sont très bien accompagnées et celles qui ne sont pas du tout et qui vont se renseigner parfois par eux-mêmes. Et malheureusement, voilà, ne pas avoir la chance de tomber sur ton compte Instagram à toi, ils vont aller lire à droite et à gauche sur Internet et tomber sur des messages contradictoires sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut manger. Ils ne savent plus où ils en sont. Ouais. Et moi, je le vois, les patients le disent, ils me disent non mais moi je lis tout et son contraire, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Et ça peut être parfois carrément décourageant. On arrête le sport, on se dit bah je me blesse, je sais plus quoi faire, j'essaye ce que je vois sur Internet parce que maintenant les patients sont connectés, ce qui est normal, nous aussi on est connectés, mais aller chercher les bonnes informations c'est pas toujours facile quand on n'est pas soi-même un petit peu expert dans le domaine, par exemple comme toi formé en nutrition, micronutrition, ou formé voilà sur la préparation des sportifs, on sait pas faire la différence et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Et un bon coach peut vraiment bien conseiller les patients sur tous les plans et les orienter vers une pratique qui est adaptée, une nutrition qui est adaptée. Et c'est ça qui est intéressant dans des programmes personnalisés. Mmh. Est-ce que le sport fait vieillir ? Est-ce que le sport augmente le nombre de rides ? Est-ce que ça use ? Est-ce que ça fait vieillir ? Il y a aussi cette croyance de tu as trop de sport, ça tire les traits. Alors, c'est vrai qu'on peut parfois croire, voilà, que quelqu'un qui est en train de courir trop, de se surentraîner, va s'user, il va se rider et vieillir plus rapidement. Bah, c'est quelque chose qui n'a pas été prouvé sur le plan physiologique. Par contre, effectivement, au niveau de l'aspect visuel, c'est complètement vrai, parce qu'on le voit, des personnes qui sont en surentraînement, pendant une période donnée, ils vont avoir des traits tirés, le visage un peu gris, des rides plus marquées, mais c'est pas le sport qui fait vieillir. Ce qui peut faire vieillir transitoirement l'apparence, ou c'est un surmenage, et parfois c'est des sportifs qui ont un surmenage sportif et professionnel dans leur vie. Mais ça ne fait pas vieillir à long terme. Au contraire, on préserve notre organisme, la densité osseuse, le capital musculaire, le capital cardiaque et respiratoire, et même notre cerveau, notre mémoire, le fonctionnement de notre cerveau est plus efficient lorsqu'on est sportif. Est-ce qu'il y a justement un sport qui est plus efficace, genre le meilleur sport ? Par exemple, moi, quand je suis coach sportif, beaucoup de gens me demandent quel est le meilleur mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Alors, il y a pas. Mais est-ce que dans la médecine du sport, il y a un sport qui est plus recommandé qu'un autre ? Plus recommandé pour pouvoir pratiquer de l'endurance, bien vieillir et préserver le corps. Alors, c'est très difficile, c'est qu'on va conseiller des exercices d'endurance quand même à pratiquer régulièrement.
Après, bien sûr, Donc, c'est quoi l'endurance? Comment est-ce que tu le définis? l'endurance, ça va être par exemple de la course à pied, du vélo, de la natation, de l'elliptique. Ça va être un effort qui est soutenu, qui va activer notre cœur et on va passer dans un système aérobie. On va pouvoir faire l'effort longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'on a le cœur qui bat, on est un peu essoufflé, on transpire. C'est ça, on a le cœur qui bat, on est un petit peu essoufflé, on transpire, on est dans un processus qui peut durer longtemps. On est en endurance aérobie, c'est ça, c'est notre cœur, nos vaisseaux, notre système respiratoire, les muscles qui se déclenchent. Alors contrairement, quand on arrive à notre seuil, on n'arrive plus à pratiquer. Donc l'effort d'endurance, il doit être fait d'une façon un petit peu intense pour passer dans la difficulté, mais pas suffisamment intense pour s'épuiser au bout de 3 minutes. D'accord. Donc en fait, c'est quoi? C'est un effort qui doit être d'1 heure, 1h30 ou 45 minutes? C'est quoi l'endurance? Il y a des recommandations dessus. On conseille de faire une 30aine de minutes par jour, 5 fois par semaine au moins. Mais d'endurance. C'est-à-dire que c'est pas de la marche. Ah non, mais parce que c'est tu vois, pas de la marche. Il y a un peu. Peut-être qu'une personne âgée qui a des problèmes de cœur, le fait de marcher va l'essouffler. Mais quelqu'un de jeune en bonne santé qui a 30 ans, qui n'a aucun problème, effectivement, on va lui demander de commencer à faire du home trainer, de l'elliptique, de la course à pied. Évidemment, on n'arrive pas tout de suite à courir une demi-heure. Non, mais là, en fait, attends. Parce que là, c'est grave ce que tu es en train de dire, Victoria, c'est que, en gros, tout le monde devrait courir ou faire du vélo, mais vite, 30 minutes par jour. Alors, tu me dis ça avec un grand sourire. Il faut une certaine intensité. C'est-à-dire que sur une échelle de bord de l'effort, on doit être à 5-6. Donc, on doit 6 sur 10. C'est ça, 5 à 6 sur 10. 10, c'est un effort très intense. On va arrêter dans les secondes qui suivent. Et 0, c'est on est allongé. Donc, il faut être un petit peu essoufflé. Il faut être un petit peu dans la difficulté, mais sans sentir qu'on peut encore continuer. Ok. Donc, après, le souci, c'est que chacun va avoir un niveau différent. Donc, ce qui sera de l'endurance pour une personne ne sera pas pour une autre personne. C'est pour ça que la marche ne sera pas de l'endurance pour tout le monde. Est-ce que du coup, ça vaut le coup de porter un capteur de fréquence cardiaque? Est-ce que c'est accurate? Est-ce que c'est précis, les capteurs de fréquence cardiaque? Est-ce que ça a vraiment son intérêt? Alors, malheureusement, les capteurs poignets, c'est une indication, mais ils donnent pas une valeur exacte. Et les capteurs thoraciques sont plus précis. Après, on n'est pas tous à un battement par minute près. Et lorsqu'on connaît sa fréquence cardiaque aérobie, et pour la connaître, c'est très facile, c'est un test d'effort sur vélo, on peut viser 130 battements par minute ou entre 120 et 160, on est en aérobie. On va viser cette zone-là, par exemple. Cette zone va être différente chez chacun. Donc en fait, le nombre de battements cardiaques par minute est différent chez chacun en fonction de ton passé sportif, de ton cœur, de ta taille. En fait, sur une épreuve d'effort, on va avoir des seuils. Et à une certaine fréquence cardiaque, par exemple, je vais commencer à marcher, puis marcher de plus en plus vite, puis courir. Et au niveau de l'épreuve d'effort, en mesurant les gaz avec le masque, on va voir qu'on passe en aérobie, en endurance fondamentale. Et on va voir que ça se passe à 110 battements par minute. Mais il y a d'autres personnes qui vont passer dedans à 120, 130. D'accord. Et ensuite, on va voir qu'on passe le deuxième seuil, c'est le seuil à partir duquel on commence à s'épuiser, à 160 battements par minute. Et le fait d'avoir cet intervalle, on a notre intervalle d'aérobie. On sait qu'on doit s'entraîner dedans. Okay. Si on veut juste apprendre l'endurance, on doit être au milieu. Si on veut pousser notre endurance, pousser notre cœur, on doit être plus proche du deuxième seuil, on doit être rapide. Et les coureurs, ils courent avec leur montre, après avoir interprété une épreuve d'effort avec nous et en donnant les objectifs. Ça peut être très motivant et très intéressant si on veut travailler d'une façon quantitative. Et parce que c'est une chose très simple de faire une épreuve d'effort. C'est d'ailleurs recommandé à partir de 40-45 ans pour dépister des problèmes cardiaques, et ça donne des super outils, sa VO2 max, ses fréquences cardiaques. Pour s'entraîner plus spécifiquement. S'entraîner plus spécifiquement chez les coureurs, mais aussi chez des personnes qui veulent simplement progresser et voir qu'ils travaillent dans la bonne zone aérobie. Et est-ce que on peut monter très très haut? Ou est-ce que de toute façon la formule, par exemple 220 moins son âge, moi c'est ce que j'avais appris dans ma formation il y a longtemps. C'est ce que j'ai. Est-ce que ça c'est encore ok?
Alors, cette fréquence max de 220 moins son âge pour les femmes, 200 moins son âge pour les hommes. Alors, elle est OK dans les livres, mais en pratique, c'est pas du tout ça. C'est cette valeur, elle est OK pour se dire, voilà, à peu près. C'est une estimation. Après, on n'attend pas du tout la même chose en fonction des patients. Quelqu'un qui est sédentaire, il va jamais atteindre sa fréquence max. Son cœur, il est pas entraîné. On sait que sur son épreuve d'effort, il fera pas sa fréquence max. Un sportif qui fait du tennis ou des sports où il y a du sprint, où il y a des sports avec vraiment de l'intensité, il doit monter au-dessus. Il va monter largement au-dessus. Il peut monter à 250 parce qu'il a un cœur entraîné. Et même c'est absolument plus âgé. Même plus âgé. Avec l'âge, le corps peut un petit peu moins monter, mais s'il est entraîné, il peut monter au-dessus du seuil. Parce que c'est l'entraînement. Le cœur, il est très adaptable. J'ai encore 2 questions parce qu'après, je sais que tu dois aller chercher tes enfants. Avec plaisir. On parle aussi beaucoup de cette nouvelle donnée, d'ailleurs, que les montres connectées avec capteur fréquence cardiaque mettent très en avant. C'est la variabilité de fréquence cardiaque, oui. La VFC. Moi, c'est une donnée que je ne connaissais pas, que j'ai commencé à apprendre, en tout cas, prendre connaissance de cette donnée-là. Est-ce que c'est intéressant de la connaître? Est-ce que ça donne vraiment quelque chose d'utile pour bien vieillir ou pour s'entraîner? Alors, c'est une variable quantitative qu'il faut savoir interpréter et s'en servir parce qu'effectivement, il y a des montres qui font l'électrocardiogramme et on a parfois même découvert des infarctus parce que le patient s'enregistrait, l'envoyait au médecin traitant. Alors évidemment, c'est pas un outil qui est suffisant parce que c'est une dérivation alors qu'on doit mettre plein de capteurs, mais c'est un outil qui est intéressant parce qu'on peut dépister un cœur qui va trop varier, faire de l'arythmie. Par exemple, donc ça peut dépister parfois de la pathologie. Ça, c'est intéressant. Et ça peut aussi dépister, est-ce qu'on s'adapte bien à un effort ou pas. Si au bout de 5 minutes de marche, on a atteint sa fréquence maximale, c'est que notre cœur est très désadapté. Il faut voir s'il n'y a pas des problèmes de rythme ou d'autres choses. Donc, c'est un outil qui est intéressant, mais qui est peut-être pas forcément accessible à tout le monde. Il faut savoir un petit peu l'utiliser, se faire conseiller par quelqu'un qui est formé, coach, kiné, médecin, qui va pouvoir un petit peu conseiller la personne comment utiliser sa montre. Mais je trouve ça très intéressant parce que ces outils, ça donne quand même un feedback, ça donne un retour sur finalement, maintenant, au bout de 6 mois d'entraînement, je cours à 10 km/h, 10 km/h de course à pied. Ma fréquence cardiaque est beaucoup plus basse, mon cœur est plus entraîné. Et c'est très satisfaisant aussi de voir qu'il y a des chiffres, des résultats quantitatifs. Quelle est la dose de perte de cardiovasculaire quand on vieillit, à peu près? Est-ce qu'on perd 50%, 20%? Qu'est-ce qu'on peut espérer continuer à avoir? Ah oui, non, ça c'est une très bonne question. Effectivement, si on vieillit sans pathologie, on perd pas énormément. Je pense que c'est pas du 50%, on est bien en dessous. Il n'y a pas eu de chiffre exact sur la population là-dessus. Il me semble, faudrait regarder des études, c'est moi mon domaine. Mais si on travaille son cœur, le cœur reste adapté et on perd très peu. Alors on va être tout de même parfois moins rapide sur des courtes distances en course à pied, mais on va être parfois meilleur sur de la longue distance et plus endurant. Donc le cœur, il évolue aussi. Et finalement, le cœur vieillit bien quand on pratique du sport de façon régulière et qu'on l'entraîne. Et on n'a pas du tout parlé des étirements. Parce que tu vois, par exemple, toutes les personnes, en tout cas les femmes, moi je vois ma mère, ses copines à la gym, elles font surtout le yoga, le body balance, les stretching. Est-ce que attention, il y a des gros haussements de sourcils, vous la voyez pas? Oui, là c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont que sur du stretching et est-ce que s'étirer favorise le bon vieillissement du corps? Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'étirabilité, le stretching et le bon vieillissement, ou en tout cas le moins de douleurs, moins de blessures? Alors, s'étirer purement, on n'a pas montré que ça, malheureusement, je suis désolée pour cette nouvelle parce que j'ai des patients qui s'étirent tous les jours avec la barre au sol, les cours de stretching et parfois qui font que ça. On n'a pas montré que les articulations et les muscles ils vieillissent mieux. Donc, faire du stretching de façon isolée, ça peut peut-être procurer des bienfaits. On peut se sentir mieux au moment où on s'étire, etc. Mais à long terme, il me semble qu'il y a malheureusement pas d'effet très bénéfique là-dessus. Donc, il faudrait y associer de l'étirement dynamique et du renforcement de l'activité. Mais pourquoi est-ce que ça fait quand même du bien, le stretching? Tu vois, parce que quand même, quand tu t'étires, t'as l'impression que ça te fait du bien, tu te sens mieux. Alors, le stretching, bien sûr, il y a un peu, il
il y a un effet mécanique sur le muscle. C'est comme un bon masseur qui va savoir faire du massage dynamique, étirer. Il y a un effet mécanique sur les récepteurs à la pression. Ça va relâcher les tensions musculaires. Ça va parfois lever des nœuds. Ça va faire du bien. On s'étire le dos. Ça va soulager notre douleur de la journée. Okay. Donc, ça n'a pas, c'est pas complètement nul. Faire de l'étirement. Il faut pas ne pas faire d'étirement, mais faire du stretching de façon préventive, seul, ça n'a pas vraiment de sens. Après, faire du stretching de façon ciblée, quand on a tendance à avoir de la lombalgie chronique, garder la mobilité, s'étirer le dos, s'étirer les muscles. Là, il y a des vrais effets préventifs du mal de dos lorsqu'on est déjà lombalgique. Okay. Donc, il y a des vrais bénéfices ou quand on a une cicatrice fibreuse sur un muscle. Donc, garder sa mobilité et intégrer les étirements. Maintenant, on ne sait plus vraiment quand est-ce qu'il faut les faire. Ouais. Ça n'arrête pas de changer. Après le sport, au moins 2-3 heures après. Après, un petit peu pas dans l'heure qui suit un effort intense. C'est à peu près la seule recommandation qu'on peut globalement en tirer des études. Et encore, c'est pas du haut niveau de preuve. Donc les stretching, oui, mais intégré à autre chose. La musculation, le cardio, le fractionné, c'est ça, l'endurance. mais de façon parfois ciblée sur les tensions, sur les douleurs. Bon, pourquoi pas, mais stretching seul n'est pas si préventif et si bénéfique que ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, au niveau du... Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'aime beaucoup m'étirer parce que ça me fait du bien. Sur le moment, bien sûr. Parce que je commence à avoir des douleurs. Exactement. Lombalgique, plutôt moi, tout à fait. thoracique. Quand on est dans la douleur, quand on commence à avoir des tensions, c'est très intéressant. Ça me fait du bien. Mais... Après, remplacer sa séance de sport alors que par du stretching, ça c'est pas intéressant. Ouais. C'est ça, c'est dans cette logique-là. Et c'est pas une prévention anti-blessure ou bon vieillissement. On a beaucoup étiré en prévention et même avant un effort, et pas du tout. Alors sur un muscle qui a été, où il y a une blessure. Effectivement, l'assouplir, c'est de l'étirement en kiné, c'est important, mais en préventif sur tous les groupes musculaires sains, ça n'a pas vraiment d'efficacité. J'aime bien parce que tu parles de tout ça avec un énorme sourire, donc on se dit ça va, on va avec elle. J'ai une dernière question parce que tu vas retrouver tes enfants. De toute mon expérience, alors c'est empirique, mais je trouve que vraiment le sport adulte et le sport chez les personnes plus âgées s'inculque dès l'enfance en fait. Si t'as pas fait de sport enfant, c'est beaucoup plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile d'être régulier, d'en faire. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants pour qu'ils aiment le sport et pour qu'ils aient envie d'en faire à vie? Alors, c'est vraiment peut-être la question la plus importante parce qu'en ce moment, il y a un vrai problème de santé publique. Les enfants sont beaucoup plus sédentaires qu'il y a 10-20 ans. Alors qu'un enfant, il a besoin de bouger 1 heure par jour. C'est énorme. Et les enfants, ils font de moins en moins de sport. Et on sait que faire moins de sport dans l'enfance, c'est prédictif de sédentarité, de pathologie à l'âge adulte. Donc, c'est extrêmement important pour leur santé. Et le fait d'inculquer le sport, la culture du sport, les valeurs du sport, c'est extrêmement important pour le développement des enfants, leur bien-être physique, psychique et la santé plus tard et pour rester des adultes sportifs. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit? Je pense parler déjà de l'importance. Pourquoi on fait du sport, qu'est-ce que ça peut nous apporter, parce que quand on comprend pourquoi, on va plus facilement faire quand on a la raison. Aussi de trouver une activité qui va plaire pour qu'il y ait du plaisir, ça reste du sport plaisir beaucoup chez les enfants et d'apprendre cette régularité. Le sport c'est tout le temps, les enfants doivent bouger tous les jours. Alors, il faut les pousser parce que parfois ils ont pas envie. Tu vois, là je vois mon fils et j'ai jamais eu besoin de le pousser, il adore le sport et tout, mais là il devient ado, il a bientôt 13 ans. Et là, parfois, il a moins envie d'aller à la natation. Alors qu'avant, il y allait, tu vois. Mais là, parfois, j'ai pas envie d'aller à la piscine. Alors, le foot, non. Le foot, il adore. Mais la piscine, tu sens qu'il faut un peu on voit souvent les adolescents qui décrochent pendant la petite période de l'adolescence, qui reprennent après parce que, ils ont passé le cap de changements hormonaux, changements physiques, psychiques, parce que le corps, tout évolue. On a parfois des douleurs de croissance, les garçons qui grandissent très vite. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi freiner. Donc continuer à les encourager, même s'ils pratiquent un petit peu moins, de pas être dans la culpabilité, mais continuer vraiment à expliquer pourquoi on fait du sport, leur montrer aussi l'exemple quand on le peut, être un petit peu sportif et pratiquer avec eux, parce que ça peut être vraiment c'est comme ça qu'on va être motivé.
je pense que c'est quelque chose au long cours. Ça s'éduque, mais pas en expliquant une seule fois. C'est pendant toute la durée de la croissance où le cerveau se développe, d'intégrer l'activité sportive comme quelque chose d'essentiel dans sa vie. Merci Victoria. Est-ce que tu as un mot peut-être pour les personnes qui auraient 50 ans, 60 ans, qui nous écoutent et qui ont fait du stretching et du body balance et de la barre au sol depuis 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'on leur dit en fait? On leur dit que le sport doit se pratiquer à tous les âges et quand on parle de sport, on parle d'actif. Il est jamais trop tard de commencer à contracter ses muscles, de commencer à travailler son endurance. Donc pourquoi pas garder un petit peu de stretching si ça leur fait du bien. Mais allons-y, on commence le renforcement à son rythme. On commence l'endurance et si on est très fatigué, on commence la marche rapide, la marche avec les bâtons, quitte à faire du vélo plus tard ou du vélo d'appartement. Mais il n'est pas trop tard pour se lancer. Alors, est-ce qu'à la fin de cet épisode, vous avez déjà enfilé vos baskets ou votre maillot de bain ou bien même dépoussiéré vos haltères qui traînent dans votre placard? On en reparlera la semaine prochaine avec David Ordonneau lors du débrief de Long Live où nous prenons un peu plus de recul sur l'interview. Merci d'être resté jusque-là. Si vous avez des commentaires, remarques ou suggestions, écrivez-nous en commentaire du podcast, mettez des likes, des pouces vers le haut et je vous retrouve la semaine prochaine donc pour un autre épisode de Long Live. Salut!